Bonjour à tous pour cette deuxième partie de cette matinée consacrée à la résilience. Dans cette partie qui va être relative à la certification et aux erreurs à éviter. Alors, on va faire une petite présentation de résilience pour ceux qui nous connaîtraient peu ou pas. Donc, on est une société qui a été fondée en 2008 par Stéphane Whistler. On a à peu près 260 clients en France et à l'international. On va intervenir vraiment sur tout secteur. On est issu majoritairement de l'industrie, pharmaceutique, métallurgie, mais on a élargi notre périmètre. On intervient sur des centres de formation, du service, du garage, du peintre, tout type d'activité industrielle et service. On est certifié Gallup, donc on est organisme de formation habilité en tant que tel à se faire rembourser comme ça vous pouvez vous faire rembourser par vos OPCO, c'est toujours plus sympa. Et nous sommes labellisés IPRP. Donc IPRP, ça veut dire Intervention en prévention des risques professionnels. C'est relatif à la réglementation pour le salarié désigné, puisque, comme vous le savez, évidemment, toutes les entreprises doivent avoir un salarié désigné à la sécurité, qui peut être soit en interne, soit externalisé à un IPRP. Donc, ce qui est le cas de Résilience. Donc, nous sommes 8, on a des compétences en qualité, en sécurité, en environnement, avec des spécialités. On a des collègues, Anne, par exemple, qui est spécialisée sur la sécurité chantier. On va avoir Raphaël et moi qui sommes plutôt portés sur des systèmes et certains de nos confrères qui vont avoir chacun spécialisé, notamment en sécurité ou la digitalisation, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec Aurélien. Dans le cadre qualité, sécurité, environnement, on va faire de la formation, de l'audit, de l'externalisation de fonctions QSE, parce que vous avez peut-être des besoins en qualité, sécurité, environnement, mais pas forcément à temps plein, ou c'est en phase de transition entre le temps de trouver votre perle rare. On essaye, alors je dis pas que la prétention que nous sommes des perles rares, mais on essaiera de faire notre mieux possible pour faire animer votre système en transition lorsqu'il y a un départ entre deux animateurs QSE. Je vais quand même représenter un peu plus formellement mon collègue qui va co-animer avec moi, à savoir Raphaël Vaugelin. Le mieux, écoute, Raphaël, c'est que ce soit toi qui te présente en quelques mots. Ouais, ça marche. Bonjour à tous déjà. En quelques mots, alors moi j'ai une expérience d'un peu plus de 20 ans en qualité, sécurité, environnement. Alors pendant longtemps, j'étais plutôt du côté des audités, donc j'étais responsable QSE. Donc j'ai connu pas mal d'audits. Depuis quelques années, je suis devenu auditeur de certification. Et depuis 1 an et demi à peu près, je fais partie de Résilience. Et donc j'accompagne maintenant des entreprises sur leur système de management QSE. Merci beaucoup. Et je ne me suis pas présenté également. Donc, en fait, j'ai un domaine de compétences assez similaire à Raphaël, avec un tout petit peu moins d'expérience. Donc je n'ai que 10 ans d'expérience, contrairement aux 20 de Raphaël, sur les systèmes, essentiellement sur les systèmes de management, donc en qualité, sécurité, environnement. Même si on intervient sur tout périmètre, notamment Raphaël et moi, on est tous les deux spécialisés sur les normes ISO 9001, 14001, 45001, avec un petit bonus un début d'appétence en 50001 pour Raphaël, que je n'ai pas forcément, même si le système est globalement le même. Et évidemment Calliope, euh, pour la partie organisme de formation. Alors, le sujet du jour, c'est, vous l'avez vu en titre, les erreurs à éviter, les points de blocage, tout ce qui peut faire dérailler un petit peu un audit de certification. Pour certains, notamment quand on est en première certification, ça peut être un peu compliqué, très stressant. Je l'ai encore vu, j'étais chez un client hier où il y a un nouveau responsable logistique, ça va être son premier audit de certification. Et très clairement, ça se voyait, il était pas serein. Alors, il n'y a pas de souci de compétence, en plus il vient d'arriver, donc il y a une tolérance à ce niveau-là, mais ça se voyait qu'il appréhendait. L'idée derrière ces 10 points, c'est d'aborder tout ce qui va permettre d'avoir l'audit de certification le plus serein, le plus adapté, le plus constructif possible. Vous pouvez voir à l'écran qu'il y a un petit QR code. N'hésitez pas à le flasher et à remplir le questionnaire pour dire si, selon vous, quel est l'axe qui vous semble le plus critique, le plus prioritaire, l'erreur à ne surtout pas commettre lors d'un audit de certification. On le retrouvera également à la fin.
mais ça vous permet déjà, a priori, de voir s'il y a un point qui est un petit peu critique. Alors, pour l'instant, le sujet le plus problématique, c'est le manque d'engagement de la direction. Oui. Suivi des processus de mesure et de suivi inadéquats, des audits internes incomplets, hop, ça recharge, des revues de direction irrégulières, perfectibles ou incomplètes, ça charge encore, la culture organisationnelle non alignée. Voilà, ça c'est Ok, ce qui pose très le plus bien. de soucis. Merci beaucoup. Et le premier, bah, effectivement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le manque d'engagement de la direction. Arnaud Baumann en a parlé tout à l'heure en disant les prérequis, c'est si vous n'avez pas une direction qui vous suit, c'est pas la peine d'aller dans un projet. Et bah, la certification, l'audit, c'est exactement la même chose. Euh, Très clairement, alors on va le rappeler pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les normes, que ce soit toutes les normes récentes de management, la 9001, la 14001, la 45001, la 50001, toutes les normes de management, et même celles que je ne connais pas, je m'imagine que ça ne puisse pas être différemment dans la TS 16 947-49, je ne sais plus, ou l'ISO 9100, c'est la direction qui est responsable de son système. Par conséquent, si vous avez une direction qui est pas engagée, qui connaît pas son système, qui est pas engagée dedans, ça va être très compliqué. Alors, ça m'est arrivé une fois où, alors je m'en suis rendu compte en audit interne, ou lors de l'audit interne du responsable, du directeur. Ça faisait à peu près un an que j'intervenais en prestataire. Et donc l'audit interne, un peu de préparation avant des certifications. Il ne connaissait pas du tout son système. Donc tout le travail qu'on avait fait, il y avait tous les pilotes de processus qui étaient impliqués, on avait refondu, on avait essayé de simplifier pour le rendre vivant, ça faisait vraiment un objectif d'appropriation. Il ne le connaissait pas, on avait l'impression vraiment que c'était qu'il découvrait le truc le jour même. Ah ouais, mais on devrait faire ça, mais on le fait. Ah, c'est super. Ah bah c'est bien ça. Ouais, enfin c'est ce qu'on voit en réunion mensuelle avec vous tous les mois. Donc là, clairement, c'était problématique. On a pu faire du coup une petite session de coaching avant le titre de certification, mais c'est vraiment un élément important, le manque d'engagement de la direction. Euh, j'ai presque envie de dire, si vous avez une direction qui n'est pas engagée sur un système, la première question, c'est est-ce que ça vaut le coup de maintenir le système? Très clairement. Parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour compenser le manque de pilotage, de management, de leadership, qui font partie des principes de la qualité, au sens de l'ISO 9000, et qui est applicable pour tout. À ce niveau-là, ça veut dire que soit ils n'en voient pas l'intérêt, soit ils sont débordés, mais ça veut dire qu'ils n'en voient pas non plus l'intérêt. C'est en fait, non, ça veut dire qu'ils n'en voient pas l'intérêt ou qu'ils n'ont pas compris la finalité des référentiels de management, qualité, sécurité, environnement. Donc là, vraiment, l'axe, c'est les sensibiliser. Et si vous sentez que ça accroche pas, leur poser ouvertement la question. Bah, du coup, si ce référentiel ne vous intéresse pas, pourquoi continuer? Frédéric, Oui. Raphaël, vous deux en tant qu'auditeurs de certification, est-ce que ça se voit en audit lorsque la direction n'est pas engagée? Oui, complètement. Je dirais qu'il y a même des éléments des fois qui sont très marquants. Moi, j'ai déjà vécu des audits où j'ai pas vu la direction du tout lors d'un audit de certification. Pas présent à la réunion d'ouverture, pas présent à la réunion de clôture. Donc c'est vrai que là, on peut se poser, bon, il avait sans doute de bonnes raisons de ne pas être présent, mais on peut vraiment se poser la question de son implication au quotidien dans le système. Et effectivement, ça ne pas, c'est un élément clé parce que ça donne pas une bonne image finalement du système, de l'organisation de l'entreprise. Ok, merci. Alors bah, là, du coup, je vais prendre la question immédiatement, ce qui est intéressante, certains de Frédéric Arnold. On le fera pas, on abordera peut-être les questions enfin, mais là, elle tombe à pic. Aujourd'hui, certains dirigeants se posent la question du bien fondé des certifications. Qu'en pensez-vous? Bah, que c'est pertinent qu'ils se posent la question, qu'il faut amener des éléments à charge et à décharge, et que c'est à eux de choisir. Globalement, je suis un parti pris, hein, c'est s'ils y croient pas, faut pas y aller. Même si je suis, à titre personnel, on verra ce qu'en pense Raphaël. Moi, je suis un fervent convaincu de la valeur ajoutée des référentiels. Mais si la direction n'y croit pas, c'est pas la peine d'y aller. Raphaël, ton avis?
Ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a des certifications qui sont un petit peu poussées parce que les clients demandent une certification. Et donc, les entreprises s'engagent. Mais effectivement, moi, j'accompagne actuellement une entreprise où je trouve que la direction n'est pas très, très présente, pas très impliquée. Et c'est le retour que me font aussi les personnes avec qui je travaille. Et c'est vrai qu'on est vraiment en difficulté pour travailler sur la culture, notamment sur la culture sécurité. On voit bien que c'est extrêmement complexe et on se pose beaucoup de questions, trop de questions, je pense. Donc, oui, c'est difficile, sans l'engagement de la direction, c'est extrêmement difficile d'aboutir au résultat. Alors, on verra, on n'est pas encore à l'audit de certification, mais c'est peut-être un point qui sera. Alors, on rappelle à la direction avant l'audit, et en espérant que ça ne soit pas un point qui soit remonté pendant l'audit. Juste pour rebondir, et on passe ensuite au point suivant, mais c'est un point qui était ressorti, c'est pour ça qu'on se permet de s'attarder un peu dessus. D'où l'importance d'avoir un système de management le plus adapté, le plus léger, le plus efficient possible. Si vous avez votre système de management, peu importe le référentiel, c'est une usine à gaz, même si au demeurant il est efficace. Derrière, un dirigeant qui aime bien que ça aille un peu plus vite, qui comprend pas le système, voilà, c'est comme quand Raphaël nous fait une présentation, c'est trop complexe pour nous, pardon, pas Raphaël, Aurélien, sur la digitalisation, la toute première fois qu'il nous explique et qu'on comprend pas, on va dire, oh, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Alors qu'en fait, si on prend le temps, qu'on prend petit bout par petit bout, on dit, ah ouais, non, non, ok, ça a une énorme valeur ajoutée, en fait, comme il a été démontré dans la visio précédente. Donc, c'est l'importance vraiment d'avoir un système le plus léger possible, quitte à ce qu'il soit un peu perfectible par moment, mais pour qu'on comprenne bien la valeur ajoutée et le sens. Et si malgré ça, ça suffit pas, bah, effectivement, il faudra se poser la question du est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Je vais juste compléter et Oui, pour être un peu plus précis aussi sur la question que Frédéric Arnold posait. En fait, je me suis déjà posé la question dans certaines entreprises où j'ai travaillé justement de pourquoi on est certifié. Et j'ai trouvé la réponse en me disant comment serait l'entreprise, comment serait l'organisation sans ce système d'organisation. Et c'est là que j'ai trouvé la réponse. Parce que finalement, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à faire vivre un système, l'absence de système va créer sans doute d'autres difficultés bien plus importantes. Donc on peut se poser la question effectivement aussi à l'inverse. merci. Alors, Raphaël, est-ce que tu peux développer, nous faire un retour de ton expérience sur les non-conformités récurrentes que l'on va croiser en audit de certification? Alors déjà, là on parle effectivement bien des non-conformités récurrentes d'audit de certification. Alors par principe, on ne devrait pas avoir de non-conformité récurrente parce que une non-conformité d'un audit à l'autre doit être traitée. Alors effectivement, il faut distinguer les différentes catégories de non-conformité. Il y a la non-conformité majeure qui, sans être traitée et sans être résolue, ne permettra pas d'être certifiée. Ensuite, on a les autres catégories qui sont un peu, on va dire, qui sont moins fortes. La non-conformité mineure, sur laquelle on demande à l'entreprise de s'engager sur un traitement, donc de mettre en face un plan d'action. Et en général, l'auditeur ne va pas vérifier tout de suite. Il va dire « je suis OK sur le plan d'action » et il vérifiera lors de l'audit suivant. Et le troisième élément, qui est la remarque ou le point sensible en fonction des organismes, est un élément sur lequel on ne demande pas une réponse immédiate, mais on va revoir le point lors de l'audit suivant. Dans le cas de la non-conformiteur et du point sensible, de toute manière, il est attendu que le point soit traité. Donc, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit mis en œuvre, parce que par principe, l'organisme de certification n'accepte pas qu'une non-conformité subsiste. Donc, une non-conformité mineure devrait par principe devenir une non-conformité majeure. Un point sensible devrait devenir une non-conformité mineure. En fait, dans ce qui se passe dans le système de certification, nous, en tant qu'auditeurs, on peut être amené à comprendre que l'entreprise n'ait pas pu traiter l'écart. Par contre, derrière, des experts de l'organisme de certification vont repasser le point en revue et ne vont pas accepter
qu'on maintienne l'écart en l'état, et vous nous demandez de justifier et d'expliquer pourquoi on n'aggrave pas le niveau de l'écart. Donc, c'est vraiment un point de vigilance. Donc, il est vraiment attendu que les non-conformités qui sont proposées lors d'un audit soient traitées. Alors, pour aller encore un peu plus loin dans le traitement des écarts, je vais parler d'un élément que moi j'ai rencontré la semaine dernière. C'était dans le cadre d'un audit de certification. L'entreprise avait eu une non-conformité mineure lors de l'audit précédent concernant leur revue de direction. Donc, clairement, l'écart disait que les éléments de sortie et d'entrée n'étaient pas bien identifiés. L'organisme, pour y répondre, a introduit dans son compte-rendu de revue de direction les titres, éléments de sortie, éléments d'entrée, éléments de sortie. Donc, ça donnait, ça restructurait un peu leur compte-rendu de revue de direction. Par contre, ils ont omis d'y intégrer l'ensemble des exigences attendues de la revue de direction. Et notamment, il y avait la certification ISO 45001 et ils ne parlaient pas de consultation et de participation. Conséquence de ça, je n'ai pas pu lever la non-conformité mineure, malgré l'engagement et la validation qui avaient été faites par l'auditeur précédent. Et donc, la non-conformité mineure est devenue une non-conformité majeure, liée à l'absence de la prise en compte de cette exigence. Donc, en termes de recommandations, j'aurais tendance à dire, soyez vigilants, précis et complets sur le traitement de l'écart. Faites attention effectivement à bien reprendre l'exigence au complet, bien comprendre ce que l'auditeur a voulu dire et de traiter l'écart dans son ensemble et pas juste une partie de l'écart, notamment quand on parle de non-conformité mineure. Dans le cas d'un point sensible, éventuellement, s'il n'est pas complètement traité, au pire, ça deviendrait une non-conformité mineure. Mais effectivement, soyez très vigilants sur le traitement de la non-conformité mineure et bien au-delà de l'engagement que vous avez peut-être pris au départ. Je complète ce que vient de dire Raphaël, enfin j'appuie, notamment, assurez-vous d'avoir bien compris l'écart. Certains auditeurs le font et c'est une très bonne pratique. Ils valident le texte de comment ils vont l'écrire l'écart pour être sûr que ce soit bien compréhensible. Parce que si on ne comprend pas l'écart, ça m'est déjà arrivé, des clients qui me disent Monsieur Dubois, aidez-nous sur cet écart, on n'arrive pas à le lever. Je suis désolé, je ne le comprends pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire l'auditeur? Et mon client était incapable de me répondre. Du coup, ça devient très compliqué de lever un écart qu'on ne comprend pas. Voilà, pour compléter ce que vient de dire Raphaël. Merci. On va aborder le point suivant. L'absence de documentation adéquate. Alors, c'est un élément comment dire, important. Il y a les systèmes de management ISO vont demander un certain nombre de documents et surtout une documentation claire, à jour et accessible. Alors déjà, un petit rappel, tout n'est pas documenté. Hein, il y a dans la 9001, la 14001, la 45001, il y a 0 procédure obligatoire. Par contre, à partir du moment où vous mettez en place des procédures, bah, évidemment, il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient respectées, connues déjà, et respectées. Donc ça, c'est un élément très important. Et en termes de ressenti, si on arrive, vous mettez 5 minutes à trouver un document classique, typiquement la résolution des non-conformités, les objectifs qualité, la politique, l'analyse de risque, et si pour chaque document, l'auditer met un temps fou à le trouver, ça donne une très 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 mauvaise impression à l'auditeur, qui se dit clairement, les gens, ils ont révisé, on a l'impression qu'ils découvrent leur système le jour même, et c'est alors en soi, ça va pas forcément conduire à un écart, mais c'est un très mauvais sentiment, ce qui fait que l'auditeur, vous n'aurez pas le bénéfice du doute, ou quand on vous dit ouais non, ça on le fait, comme ça, il va dire ok, très bien, et éventuellement il va pas forcément trop chercher, il va chercher ses preuves à minima, parce qu'il est obligé, mais il va lécher. Là, quand on voit que la documentation est pas claire et pas maîtrisée, on va creuser parce qu'on se dit ok, ça c'est un système papier, c'est un consultant ou c'est juste l'animateur QSE qui l'a animé et personne ne le connaît. Donc vraiment, appropriez-vous votre documentation. La norme impose un minimum, mais finalement, il n'y a pas tant de choses obligatoires, donc faites surtout une documentation utile. Raphaël, le manque de formation et de sensibilisation. Quel est ton retour d'expérience là-dessus? Alors là, c'est vrai que c'est un point qui, j'irais même au-delà de la norme,
c'est un point qui peut s'avérer effectivement critique. Parce que, alors, si on prend rien que sur l'aspect sécurité, on voit bien que l'absence de formation et également d'ailleurs sur la qualité aussi, l'absence de formation risque de conduire à des écarts quand même importants, des dysfonctionnements, des incidents, des accidents. Souvent, effectivement, on identifie l'absence de formation, comme une des causes, de tous ces dysfonctionnements. Donc ce point est particulièrement important déjà d'une part dans la vie, et dans le fonctionnement normal de l'entreprise. Après la norme, fait souvent référence à ces éléments-là. Bien sûr, il y a les exigences propres de la norme qui parlent de formation, de sensibilisation, mais on retrouve à différents endroits dans la norme des rappels en expliquant que les personnes doivent être sensibilisées, par exemple, à la politique, ils doivent être formés à la prise en compte, ou à l'absence de prise en compte de l'environnement et des conséquences que peuvent avoir, le non-respect des procédures. Donc on retrouve ces éléments vraiment à différents endroits. Donc, je dirais que c'est un point, assez clé, assez central et transversal de la norme. On le retrouve un peu partout. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, ce qui est une bonne pratique que je vois et que je propose aussi à un certain nombre des clients, c'est d'établir vraiment, d'avoir vraiment un suivi de ces formations, de ces sensibilisations. Alors, les formations, en général, on les retrouve parce qu'on parle de formation, d'habilitation. Donc, généralement, les entreprises ont des beaux tableaux de suivi de formation et d'habilitation. Après, ce qui est intéressant, c'est de le compléter avec des éléments qui sont plutôt de l'ordre de la sensibilisation ou de formation non obligatoire et de s'assurer qu'on fait bien les formations telles que prévues, qu'on garde également les preuves des formations, ben, pour prouver, d'une part, lors des audits, qu'on a bien fait ces actions-là. Également, justement, en cas d'accident, si jamais il y avait un accident, c'est des éléments de preuve pour montrer qu'on a bien fait ce qui était nécessaire de faire pour répondre à cette obligation de formation, qui est également une exigence, du code du travail. Donc ce point, se traite généralement plutôt bien dans les entreprises, il est présent. Après, ce qui est important, c'est de bien le structurer, de formuler ça sous la forme, d'un programme, d'avoir un vrai suivi par rapport à ça. Merci beaucoup. Et alors, juste un petit retour d'expérience personnelle. Le point le plus sensible sur les formations, c'est souvent la capacité d'évaluer l'efficacité des actions de formation. Dans les écarts que je vais mettre en audit interne de certification, c'est un point qui revient très 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 souvent, parce qu'il n'est pas forcément évident à lever, notamment dans le cas des formations internes. Juste pour compléter ce qu'a dit Raphaël. Sur le 5e point, le processus de mesure et de suivi qui pourrait être inadéquat. Alors, ce qu'on entend par processus de mesure et de suivi est en fait assez large. Ça va regrouper plusieurs exigences. Notamment, la première, c'est la capacité. Donc, tout organisme doit démontrer l'efficacité de son système et donc mesurer sa performance des processus, qui est un vaste débat. Comment est-ce qu'on est capable de dire si on est bon ou on n'est pas bon? Bah, c'est à vous d'apporter la réponse et à l'auditeur de s'assurer que c'est cohérent. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, c'est la partie métrologie, au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce que je mesure? Pourquoi est-ce que je le mesure? Est-ce que mes salariés savent le faire? Est-ce que je suis sûr que quand je fais une mesure qui me donne telle valeur, bah, c'est réellement cette valeur? Et ce sont des éléments qui vont être importants parce que derrière, est-ce qu'on peut faire confiance dans vos mesures? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est juste? Je vais vous donner un petit exemple qui va illustrer ça. Il y a quelques années maintenant, je faisais un audit, j'arrivais chez un client, donc je faisais un 1er audit, initial pour voir un peu le système, pour prendre, la température et on arrive à la partie contrôle réception marchandises. Donc, je vois, ils réceptionnent des pièces, donc c'était une entreprise qui faisait des disques pour meuleuses. Donc il prend son disque, il le mesure au pied à coulisse, il fait: «OK, c'est bon», il va à côté et je fais: «Ah, tiens, c'est un pied à coulisse, à l'ancienne, pas avec affichage numérique». Donc, lecture manuelle, pour ceux qui ont déjà utilisé un pied à coulisse, vous voyez, ça peut être un peu compliqué. Je me dis: «Tiens, ça fait longtemps que j'ai plus utilisé de pied à coulisse». Ça remonte à mes études quand je faisais la mesure physique. Je vais voir si j'arrive encore à l'utiliser. Donc c'était vraiment juste pour moi, pour, presque m'amuser. Il le lit et puis je fais: «Bah, c'est bizarre, il a dit, 18,2, moi je trouve 18. Je sais plus utiliser un pied à coulisse, c'est dingue».
Donc je me dis, mince, ça fait pas très sérieux de ma part. Et puis en fait, si, je l'utilisais très bien. C'était pour le coup le technicien du contrôle entrée marchandise qui ne savait pas utiliser un pied à coulisses. Première chose, bah du coup là, en bon auditeur, je creuse. Je fais, ah d'accord, mais ok, bon, le mal lu, ça peut arriver, admettons. Et du coup, c'est quoi les intervalles d'acceptation, de tolérance? Et puis là, il me fait, ah bah ouais, 18,2, voilà, c'est bon, quoi, ça, à peu près. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que vous accepteriez pas? Par exemple, si c'est à 18, c'est bon ou pas? Ah, c'est pas loin, c'est encore bon. Et du coup, à partir de quand c'est plus bon? Et il était en fait incapable de me répondre parce que les seuils d'acceptation étaient non définis. Bon, on a dû faire un travail derrière pour redéfinir ces seuils, mais clairement, en fait, il y avait une mesure, mais elle avait un petit côté pifométrique. C'est on mesure histoire de mesurer, mais en fait, on ne sait pas dire quand c'est bon, quand c'est pas bon. Donc là, très clairement, bah, en tant qu'auditeur, ça démontre qu'on peut avoir aucune confiance dans le système de mesure. Et le raisonnement est strictement le même quand on parle de performance des processus. Vous me dites, ouais, en production, je fais un TRS, taux de rendement synthétique, qui est un indicateur de productivité, pour faire simple, hein. C'est un peu plus subtil, mais c'est ça, dans les grandes lignes. Bah, du coup, est-ce que cette mesure, elle est fiable? Est-ce qu'elle représente bien, si vous êtes à 99%, est-ce que c'est bien 99%? Et ça, c'est très important de challenger, d'évaluer si votre système de mesure est bien pertinent, est bien juste et fiable, et utile accessoirement. Sinon, très clairement, derrière, ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre de décision sur la base de faits établis. Alors, pour compléter, ce Oui, que vient de dire Frédéric, justement sur la partie, indicateur de processus, heu, alors j'ai rencontré souvent ce point-là. C'est qu'en fin de compte, effectivement, on a des indicateurs, on mesure des choses, on est ou pas à l'objectif. Alors des fois, on n'a pas d'objectif, donc ça, c'est un peu embêtant parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on cherche à en faire. Et le 2e point, c'est qu'une fois si on a un objectif, de comparer par rapport à l'objectif et de ne rien faire par rapport à ça. Donc ce qui est attendu, c'est vrai que les indicateurs doivent permettre aussi, pour moi, je considère que c'est une source d'amélioration continue extrêmement importante. C'est que ces indicateurs-là doivent être analysés, qu'on essaye de chercher et de comprendre pourquoi on n'atteint pas l'objectif et de voir de quelle manière on peut créer de l'amélioration continue pour atteindre ces objectifs-là. L'idée, c'est vraiment de bien mesurer et de comprendre le résultat et pour en faire quelque chose derrière. Pas simplement avoir des indicateurs parce que bon, c'est souvent une tendance, beaucoup d'auditeurs de certification aiment bien demander et challenger justement les entreprises sur les indicateurs. Donc ils vous demander de rajouter des indicateurs, parce que justement, je pense qu'ils ne voient pas la pertinence des indicateurs et de ce qu'on en fait derrière. Donc, un élément effectivement important, c'est bien de se questionner sur qu'est-ce que je fais si j'atteins pas l'objectif ou qu'est-ce que je peux faire éventuellement même si j'atteins l'objectif. C'est de vraiment bien se poser les bonnes questions par rapport à ça. merci Raphaël. Communication insuffisante, Raphaël. Du coup, très succinctement, s'il te plaît. Ouais, alors là, un bon sujet pour être succinct. Donc, alors la communication insuffisante, la communication, elle est à plusieurs niveaux. Alors déjà, les normes parlent bien de communication interne, externe. Selon les normes, on va parler de communication avec les clients, communication avec les autres parties intéressées. Donc là, quand on est sur la partie externe, il est important également de bien tracer, de bien suivre ce qu'on fait, de suivre les échanges, suivre le traitement. Donc que ça soit avec les DREAL, avec les CARSAT, avec l'inspection du travail. Donc là, c'est d'avoir une sorte de registre où on retrouve assez facilement les éléments et les échanges. Euh, en en termes de communication interne, je dirais il y a 2 éléments clés. La communication doit se faire dans les 2 sens. Et là, effectivement, moi, j'ai souvent été amené à rencontrer, des difficultés, que ça soit dans la communication descendante. C'est que des informations qui restent au niveau de la direction ou au niveau des managers qui n'atteignent pas les personnes opérationnelles. Et de l'autre côté, c'est que le personnel plus opérationnel a des remontées d'informations à faire, a des éléments à remonter, mais il n'existe aucune instance pour qu'il puisse s'exprimer et remonter ces éléments-là, qui pourtant sont clés en général pour améliorer le système.
Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier les différents niveaux de communication qu'on souhaite mettre en place. Je dirais d'ailleurs la norme demande, alors elle parle pas de plan de communication, mais elle demande de décrire de quelle manière on va communiquer, avec qui, à quel moment, qui sera impliqué dans cette communication, et donc de vraiment bien définir ce qu'on veut faire en termes de communication. Alors la simple recommandation, c'est de bien lire cette exigence relative à la communication. Elle est claire. Je dirais que pour une fois, c'est une exigence qui est assez précise. Elle définit clairement ce qui est à faire. En gros, on construit un tableau, on remplit le tableau et puis on met en œuvre derrière. En termes très concrètes, ce qu'on voit souvent en audit, et une des façons de mesurer si cette communication est bien faite, une des questions classiques, c'est qu'on va aller poser la question aux opérateurs s'ils connaissent la politique et les objectifs de l'entreprise. Et là, très vite, on voit s'ils en ont déjà entendu parler, jamais entendu parler, s'ils l'ont comprise, pas comprise. Et c'est vraiment un exercice facile. En plus, c'est une exigence claire de la norme de dire la communication doit être communiquée, la politique doit être communiquée et comprise au sein de l'entreprise. Donc, c'est une partie d'audit assez facile qu'on va faire au niveau opérationnel. Merci Raphaël. On passe au point suivant sur les audits internes. Là, un petit rappel normatif qui est important pour comprendre pourquoi ça va être un point critique, les erreurs à éviter. C'est les normes 9, 14, 45, 50 vous demandent d'auditer votre système à une périodicité qui vous semble pertinente. Concrètement, ce qu'on entend par pertinent, alors c'est plutôt, on va dire, la jurisprudence qui va dans ce sens, c'est tous les processus doivent être balayés sur une période de 3 ans. Modulo que tous les processus critiques sont audités plus régulièrement. Et en complément de ça, normalement tous les ans, hein, et on va souvent parler de la production pour ceux qui sont dans des services de production, dans des entreprises de production. En complément à ça, on va également avoir l'ensemble des exigences, donc l'ensemble des exigences applicables qui doivent être auditées sur cette période de 3 ans. Ce qui veut dire que derrière, votre programme d'audit doit bien s'assurer que sur cette période de 3 ans, généralement on va l'aligner sur la période de certification, mais ça c'est une bonne pratique, c'est pas obligatoire, vous avez bien toutes les exigences qui soient balayées et tous les processus soient audités au moins une fois. Un processus qui tourne bien une fois tous les 3 ans, ça suffit largement. Des processus qui sont un peu perfectibles ou qui sont critiques, là clairement c'est à minima tous les ans. Et ce qui va de pair, c'est que vous ayez une équipe d'auditeurs qui ait les compétences, l'objectivité et l'impartialité qui va y avec. Les solutions, c'est soit on a une équipe d'auditeurs interne, soit on externalise. La troisième approche étant une espèce d'externalisation, c'est on appartient à un groupe ou qui a des sociétés sœurs, et on va auditer l'autre site de production et l'autre site de production vient nous auditer. Ça permet de faire une espèce d'interne externalisé. Donc c'est vraiment un point important. Le but de l'audit interne, c'est de l'amélioration continue. C'est pas faire de l'audit pour l'audit, c'est de faire de l'amélioration continue. Et on passe au point suivant, les revues de direction irrégulières, perfectibles ou incomplètes. Raphaël. Alors, les revues de direction, vous savez tous de quoi on parle. Donc, effectivement, il y a différents éléments. Alors, déjà, l'exigence minimale, c'est qu'une revue de direction soit faite annuellement. Si vous ne faites pas votre revue de direction annuelle, c'est automatiquement une non-conformité majeure, hein. En certification, il n'y a même pas à discuter, hein. C'est c'est un élément essentiel qui permet de faire le bilan du système. Le côté perfectible, oui, elles sont toujours perfectibles dans la mesure où on va chercher à être, le plus simple et le plus efficace possible. Moi, j'ai souvent rencontré des entreprises qui me disent, ouais, leur revue de direction, ils commencent un jour, ils continuent le lendemain. Donc, tendance à pas y arriver, à déborder. Là, en termes de recommandations, je dirais que c'est plutôt simple. C'est de bien préparer la revue de direction, de bien avoir tous les éléments clés pour pour éviter les débats pendant la revue de direction. Finalement, c'est ce qui fait perdre du temps. C'est si on commence à reparler des chiffres, à se re-questionner sur le contenu, c'est là qu'on va perdre beaucoup de temps. L'idée, c'est qu'elle soit bien préparée
et que ça soit simplement une instance de décision, c'est qu'on puisse décider rapidement en fonction du résultat qui est apporté. Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon sur ce point-là? Bah, si je suis bon, ok, bah, je continue comme ça, je suis pas bon. De quelle amélioration je peux apporter? Et que finalement, on ait simplement juste des décisions à prendre et qu'on n'ait pas à retravailler le contenu pendant la revue de direction. Il est important effectivement d'être peut-être synthétique, de définir aussi un temps pour chacun des points, notamment quand on est sur des référentiels, quand on est sur 3 référentiels QSE, c'est vrai qu'il y a énormément de points à passer en revue. Donc pour être sûr de bien y arriver, c'est de cadencer cette revue de direction et de la timer, donc de définir un temps maximum pour sa tenue. Alors également en termes de recommandations, ce qui se fait de plus en plus et ce qui est complètement accepté aujourd'hui par la plupart des auditeurs, c'est d'avoir simplement un support PowerPoint dans lequel on va enregistrer directement les actions et qui servira également de compte-rendu pour cette revue de direction. Donc plus besoin de faire encore un compte-rendu écrit, simplement on enregistre les actions dans le support, et puis évidemment ces actions on va les suivre dans un plan d'action dédié par la suite. Et ça, aujourd'hui, c'est un point qui est largement accepté par la plupart des auditeurs. Merci beaucoup, Raphaël. L'avant-dernier point, l'éveil et la conformité réglementaire. Là, ça va particulièrement concerner la 14001 et la 45001, mais pas que. Je ferai une petite partie sur la 9001 après, parce qu'il y a des éléments importants. Sur la 14001 et 45001, globalement, on s'attend en tant qu'auditeur à ce que vous ayez une veille structurée, où vous avez identifié vos exigences applicables en santé, sécurité, environnement, que vous ayez statué sur votre conformité, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, et quand vous n'êtes pas bon, vous ayez un plan d'action. Ça, c'est l'exigence normative. Et en fait, à partir du moment où vous ne répondez pas à ces 3 critères, vous aurez un écart. Alors, il y a 1 ou 2 textes, enfin, c'est un peu isolé, ça fera de la remarque, mais globalement, si vous avez beaucoup de retard ou que vous n'êtes pas capable de donner un état de votre conformité précis, on peut arriver assez rapidement sur la mineure. Voire encore pire, c'est lors de l'audit sur le terrain, l'auditeur qui se rend compte que vous ne respectez pas des réglementations qui sont en place depuis très longtemps. Que là, ça devient très problématique. Autant vous avez raté celle qui est sortie le mois dernier, bon, c'est moins dramatique, mais clairement, des choses qui sont en place depuis longtemps, c'est important. Sur des référentiels 14001, 45001, l'exigence doit être aussi proportionnelle à ce que vous faites. Il y a la taille de la structure. Vous êtes sur une TPE qui finalement fait pas grand-chose, est certifié 45001, mais n'a pas un énorme impact sur l'environnement. Vous avez une veille un peu poussée, vous êtes sur des newsletters que vous suivez, que vous traitez, avec l'information documentée qui va bien, ça peut passer. Vous commencez à rentrer comme un gros groupe, comme on a pu le voir tout à l'heure, là, ça marche plus. Là, on s'attend à un véritable outil de veille. Il en existe plein sur le marché, hein, on peut en parler si ça vous intéresse en phase d'échange, mais on s'attend à ce qu'il y ait un outil de veille, qu'il y ait un suivi, que vous soyez quelque chose de très précis. C'est un élément très important. Alors, j'ai parlé de la 14001 et de la 45001. Pour la 9001, vous avez la même exigence. Alors, globalement, elle est assez peu auditée parce que c'est pas un élément critique dans la 9001, sauf dans des cas particuliers. Quand vous avez des réglementations, typiquement, vous faites de l'instrumentation ou des produits pour médicaux, pour les hôpitaux. Là, vous avez des normes à appliquer. Et donc là, très clairement, l'auditeur va chercher, OK, vous avez telle et telle norme, les dispositifs médicaux, est-ce que vous les respectez? Ah, oui, à peu près, enfin, et du coup, là, si vous avez une réponse évasive, ça sera un écart assez rapidement. Donc, y compris sur la 9001, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, vraiment, la première étape, c'est déterminer les exigences applicables. Et on ne parle pas que du code du travail ou code de l'environnement, c'est également tous les codes du commerce, des éléments techniques qui peuvent être applicables. Juste pour compléter un peu ce point-là, Oui. parce que effectivement, moi j'ai souvent rencontré cet écart en audit. Effectivement, quand on démarre une certification 14001, 45001 notamment, on va avoir une liste de textes exhaustive. Là, j'étais chez un client, j'avais 10 000 exigences à évaluer parce que je leur fais leur veille et leur évaluation de conformité. 10 000 exigences, c'est très très conséquent et au départ, effectivement, ça fait une grosse masse de travail. Je ne suis pas sûr que d'ici l'audit de certification, on ait eu le temps de passer en revue l'ensemble des 10 000 exigences.
Alors, on a déjà bien éclusé le système et on s'attend effectivement à ne pas avoir tout traité. Donc, on arrivera sur le premier audit avec un certain nombre de points qu'on n'aura pas eu le temps de vérifier et on sera transparent avec l'auditeur pour lui dire ça. Il l'acceptera dans la mesure où derrière, on sera capable de lui dire mais on a prévu de traiter le reste de nos écarts, enfin plutôt d'évaluer le reste de nos exigences dans les 6 prochains mois. Et ça, c'est un point qui est acceptable. Par contre, ce qui ne serait pas acceptable, c'est que dans les 6 mois, finalement, on ne bouge pas et d'ici le prochain audit, on ait toujours autant de textes à évaluer. Et j'ai connu effectivement une entreprise avec qui j'ai rencontré exactement la même problématique. Un an après, ils avaient à peine avancé sur leur évaluation. Et donc, ce qui était une non-conformité mineure au départ est évidemment devenu une non-conformité majeure. Et donc là, effectivement, non-conformité majeure égale, je dois traiter rapidement l'écart. Ce qui peut devenir très compliqué si on a eu du mal déjà à pas arriver à le traiter pendant un an, sur une durée d'1 an. Merci. Et le dernier point pour Raphaël sur la culture organisationnelle non alignée. Pour finir. Ce point-là reprend plusieurs éléments qu'on a vus avant. Déjà, le premier, hein, il fait le lien clairement avec l'engagement de la direction. Ici, moi, j'y vois un élément qui se rencontre encore dans certaines entreprises, c'est que finalement, on se retrouve avec 2 systèmes. On a un système, je dirais la vraie vie de l'entreprise, que certains appellent la vraie vie de l'entreprise, avec les résultats financiers, avec des réunions du CODIR. Et puis à côté, un autre système qui fait sa vie de manière un peu autonome, un système qualité ou un système QSE, qui est géré par le responsable QSE, mais qui ne fait pas le lien avec la direction. La direction va venir aux revues de direction, va s'intéresser ponctuellement au sujet, mais ne sera jamais réellement impliqué dans le système QSE. Donc là, pour répondre à ce point-là, je pense qu'il est vraiment important effectivement, de s'asseoir avec la direction et de construire finalement les éléments qui sont attendus par la direction, de construire leur tableau de bord, en y intégrant notamment tous les éléments qui ne sont pas forcément des exigences pures de la norme, par exemple les résultats financiers. C'est vrai que c'est à peine abordé dans les normes, mais c'est le point qui est souvent le plus important pour une direction. Donc c'est vrai que de construire un vrai tableau de bord qui soit le tableau de bord de pilotage de l'entreprise et qui bien sûr va reprendre les éléments du système QSE, je pense que c'est vraiment un élément essentiel, que l'entreprise s'appuie complètement là-dessus et puisse effectivement utiliser ces éléments-là pour faire vivre l'organisation. La semaine dernière, j'étais dans l'entreprise que j'ai rencontrée. C'était un de leurs points forts. C'est vrai que le directeur, et c'était étonnant parce que leur système d'organisation de leurs fichiers était calé sur la norme. C'était pas l'organisation du responsable QSE, c'était l'organisation de l'entreprise. Donc on retrouvait les différents chapitres de la norme, les différents processus au sein de l'organisation de fichiers. Donc tout était vraiment bien intégré selon les différentes exigences de la norme, et c'est comme ça qu'ils pilotaient tout leur système. Donc il n'y avait qu'une seule organisation, il n'y avait qu'un seul moyen de faire fonctionner, de faire vivre l'entreprise. Très bien. Et merci beaucoup, Raphaël. On arrive donc sur la fin de ces 10 points. Je vous propose la même question, du coup, suite à ces présentations de Raphaël et de moi-même, si votre avis a évolué, si vous souhaitez compléter ou si vous dites « Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça ». Et l'idée également de démarrer un échange avec vous, un débat. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou éventuellement des points qui vous semblent critiques et qu'on n'aurait pas abordés dans les 10 points critiques? Vous dites « Ah non, attendez, ça c'est super important parce que ça m'est arrivé une fois, ça s'est mal passé après ». Alors, il y a Frédéric, Oui, Frédéric E, qui nous pose une question concernant les termes formation et sensibilisation. Elle voulait savoir quelle différence vous faites entre ces 2 termes. je vais répondre. Alors la formation, en fait, ça répond à une différence. On va même faire sensibilisation, formation, information. La formation, c'est une montée en compétences ou en connaissances. Donc on considère que la personne que l'on va former n'avait pas la compétence, n'avait pas la connaissance de l'information qu'on va lui transmettre. Ça, c'est la définition de formation. La définition de sensibilisation,
C'est quelque chose qui est connu et on va le mettre en avant. On va dire, attention, les règles de sécurité que vous connaissez, parce que vous avez été éventuellement formé dessus, vous avez eu un KSS ou les éléments de sécurité ou les formations à la sécurité dans l'entreprise, on vous le rappelle, on met le focus dessus. Mais normalement, en sensibilisation, on n'apprend rien de nouveau. On nous rappelle juste les règles, on les démystifie, on les explique, mais on n'apprend rien de nouveau en sensibilisation. Sinon, c'est plus de la sensibilisation, c'est de la formation. Et pour compléter, il y a aussi une notion de durée, hein. Souvent, la sensibilisation, c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez court. Une formation peut durer plusieurs heures, plusieurs jours. La sensibilisation, ça peut être quelques minutes, hein. Par exemple, les quarts d'heure sécurité sont quelque chose c'est clairement de la sensibilisation, effectivement, qui est importante pour rappeler un certain nombre de points, pour informer aussi sur des événements qui ont eu lieu, du type un accident, et donc de montrer ce qu'on a pu retenir, par exemple, par rapport à ces événements-là. Et du coup, question complémentaire, comment est-ce que je prouve la réalisation de la formation, de la sensibilisation, de la formation? Alors là, il y a des exigences qui ne sont pas les mêmes. Sur la formation, on est sur les chapitres 7.2 pour la 9001, 14001, 45001, 50001. La formation doit prouver le niveau de connaissance. Donc là, il doit y avoir une preuve, un diplôme, une attestation de formation et une méthode d'évaluation de l'efficacité des actions de formation. C'est une information documentée. Donc là, on doit pouvoir le prouver par A plus B. Sur la sensibilisation, les normes n'imposent pas d'écrit. Ça fait partie des bonnes pratiques. Certains auditeurs les demandent, mais les normes ne les imposent pas. Par contre, très clairement, en audit, on va pouvoir poser des questions aux gens. Si on dit, ah ouais, on les a sensibilisés sur la politicalité et qu'ils sont incapables d'en parler, ils ont beau avoir signé tous les papiers qui disent qu'ils ont été sensibilisés dessus, on considère que c'est pas efficace. Donc, ça ne vaut rien. Raphaël, si tu souhaites compléter éventuellement. Non, tout à fait, c'est ce que j'aurais dit aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Oui, il y a Delphine qui demande si vous êtes auditeur de certification IRCA ou ICA. Les deux. Les Raphaël, deux. Raphaël est ICA et je suis IRCA. J'espère que ça répond à votre question, Delphine. Y a-t-il d'autres questions alors du coup dans l'assistance? C'est le moment d'ouvrir vos micros. Ou peut-être que s'il n'y a pas de questions, on va laisser la parole à Amandine sur les Résultats. les retours du questionnaire. Moi, si je pouvais juste... Oui, Caroline, allez-y. C'est plus complété. Bonjour Frédéric et Raphaël. C'était sur la partie sensibilisation. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, que c'est pas parce qu'on apporte une preuve écrite pour dire qu'on a transmis l'info et après, si c'est pas efficace parce que la personne elle est incapable de répondre. Mais le truc, c'est que parfois, on a beau faire de la sensibilisation ou de la formation, ce que moi je vais faire par exemple avec des nouveaux arrivants ou même lorsque je vais faire lors des audits, je peux très bien leur rappeler lors des audits que voilà, le contenu de la politique c'est le suivant, sauf que 3 jours après je peux reposer la même question, la personne elle sera de nouveau à côté de la plaque et voilà, enfin des fois il faudrait presque le répéter tous les jours pour que ça rentre, parce que enfin voilà, quand les gens ils sont pas forcément motivés ou impliqués dans le travail, et ce qui est, je pense, la plupart des cas, enfin dans beaucoup de sociétés, parce que bon, enfin les personnes sont pas forcément comment dire très joyeuses de venir tous les jours au travail en se disant bah tiens la direction est engagée sur ci sur ça, enfin voilà, ils viennent, ils vont faire leur travail, d'autres seront un peu plus impliqués que certains, mais c'est comme la connaissance des indicateurs et des objectifs, hein. Tous les matins on en discute, mais on pose la question lors d'un audit, ils savent pas qu'est-ce qu'on mesure et quel est l'objectif et l'indicateur, quoi, parce que voilà, il y a un manque d'intérêt quand même. Donc malgré qu'on fasse des efforts derrière, si les personnes ne sont pas intéressées, ça mène à rien en fait. Alors, je vais donner un petit élément, je vais sortir un petit peu de la partie pure sensibilisation. C'est par expérience très, très empirique, hein, là où il y a le plus de chances qu'ils retiennent, c'est quand ils arrivent à avoir la déclinaison opérationnelle concrète.
Si dans la politique, elle est trop conceptuelle, on dit oui, on veut être les leaders, on veut être dans une politique inclusive d'intégration pluridisciplinaire, et qu'en gros, c'est du verbatim ou c'est sûrement très juste, et que ça correspond à une stratégie juste, mais que derrière, l'opérateur, bah, du coup, déjà pour changer cette chose de sécurité, c'est compliqué, il est sur des rendements très importants, et qui ne voit pas le lien entre la politique et l'opérationnel, bah, très clairement, je vais reprendre, enfin, ça va pas l'intéresser. Très clairement, il va pas y avoir d'implication parce qu'il voit pas le lien entre ce qui est marqué sur ce bout de papier, ce qu'on lui dit éventuellement très régulièrement, et le concret. Je ne dis pas que c'est le cas chez vous, hein, je me permettrai pas. Mais c'est un élément, c'est un axe qu'il faut éventuellement intégrer, prendre en compte. Et quand on arrive, et là c'est le travail des managers intermédiaires, des chefs d'équipe, des pilotes de processus, quand on arrive à bien faire le lien en disant, OK, quand on dit être leader, en fait, concrètement, ça veut dire qu'on doit faire des produits de qualité. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire du contrôle première pièce sur chaque nouvelle série, pour faire le lien. Comme ça, il fait ah ouais, ok, je fais ça parce que c'est ça qui va me permettre d'être leader. Ça va aider. Alors, il y en a toujours qui seront pas intéressés. Ça, vous en trouvez toujours. Mais ça permet de gagner un peu plus d'implication du personnel. Mais clairement, vous avez raison que c'est un travail de longue haleine, hein. Ça se fait pas en 2 fois, en 2 jours. Ouais, j'irais même en complément, effectivement, dans la construction de tous nos systèmes, je dirais plus on va impliquer le personnel, plus on va pouvoir reprendre leurs mots, ce qu'ils pensent, la façon dont ils voient les choses, plus ils s'approprieront le système derrière. Alors c'est vrai que dans les systèmes de management, c'est assez compliqué de faire ce travail-là parce que souvent c'est quand même très descendant. Par contre, des fois, on peut y greffer des éléments comme du lean management dans lequel on va vraiment pouvoir leur donner la possibilité de s'impliquer et ensuite d'arriver à faire le lien entre ce système-là, leurs outils de management visuel, leurs rituels et le système. Donc si on arrive à leur démontrer que leur contribution et concrètement ce qu'ils font va permettre d'alimenter le système et d'améliorer le système, là effectivement ça peut commencer à leur donner l'impression et peut-être de mieux comprendre aussi ce qu'on essaye de leur expliquer justement avec des termes qui sont des fois un petit peu très éloignés de leur quotidien. Caroline, est-ce que cette réponse ou Ah oui, mais c'était juste pour, comment? c'était plus Pour remonter, oui. une remarque ou un commentaire, quoi. C'était Tout à fait, pas. non, tout à fait. Ah non, Voilà, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Marine, Delphine, Boubacar, Claire. Éventuellement, en attendant, est-ce que Amandine, il y a eu des évolutions entre la première et la deuxième diapo, Oui, deuxième QR code? Oui, tout à fait. Alors, autant à la première, au premier QR code, c'était plutôt le manque d'engagement de la direction qui était le frein le plus marqué. Hmm. Là, c'est plutôt les non-conformités récurrentes qui ressortent et la culture organisationnelle non alignée. Ok, intéressant. Intéressant. Mhm. Très bien. Eh ben, écoutez, s'il y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir terminer là pour aujourd'hui. Est-ce que Stéphane, tu souhaites rajouter un mot de la fin sur cette matinée de la résilience? Eh ben, écoutez, merci à vous deux, messieurs, pour l'intervention. C'était riche d'enseignements, je pense, pour tout le monde. On sent votre, j'allais dire votre amour. Non, on sent votre intérêt pour les normes. L'amour, ce serait bien trop fort. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Après la fin de cette intervention, vous pouvez toujours nous contacter pour nous poser des questions. On sera ravis de pouvoir y répondre. Avant de conclure, je pense qu'il est intéressant qu'on parle d'une chose qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui, c'est le club de simplification. Est-ce que, Frédéric, tu peux nous en dire un petit mot? Certainement. Donc c'est un projet qu'on a monté en 2023 avec quelques clients où on s'est regroupé sur 6 journées pour réfléchir ensemble sur comment simplifier leur système sur différents axes. Alors la mécanique, comment ça se passe, c'est
généralement, on amène un peu de théorie, j'amène un petit peu de théorie le matin, en début de journée, et l'après-midi, on travaille sur les systèmes, on essaie d'échanger les bonnes pratiques sur comment simplifier le système, sur différents axes. Alors la première journée est une journée un peu cadrage, orientée gestion de projet, parce qu'on a pu constater qu'en fait, tout le monde n'avait pas des compétences en gestion de projet, et tout ce qui va avec, l'identification des risques, des acteurs, tous ces éléments-là, donc qui sont très importants, quelle que soit la nature du projet d'ailleurs, de bien cadrer avant de se lancer dans une simplification ou une digitalisation, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, et ce que Aurélien a très justement rappelé. Et on va travailler sur comment optimiser les risques, comment améliorer la documentation, et une partie sur la digitalisation, sur la simplification documentaire, etc., etc., à l'implication du personnel. Les différents axes qui permettent d'avoir un système, ce que j'avais dit sur le premier point, sur l'importance de la direction, enfin l'implication de la direction, d'avoir le système le plus léger possible et le plus efficace possible. Et le but, c'est une journée, on essaie de faire une journée tous les mois, avec un petit échange intermédiaire si les participants le souhaitent, pour justement travailler sur les systèmes des participants. Donc, c'est un club qui est finalement ouvert, hein. Vous pouvez venir y participer si vous le souhaitez. Aujourd'hui, il existe en version physique, c'est-à-dire que vous vous rassemblez physiquement. Demain, il pourra peut-être être digital aussi. On pourrait imaginer, penses-tu que c'est envisageable d'imaginer de faire participer des responsables qualité, sécurité ou environnement à distance, ou énergie à distance? C'est envisageable, peut-être en ajustant un peu le média, parce que 7 heures en visioconférence, 7-8 heures en visioconférence, c'est pas forcément très agréable, mais en trouvant un format un peu différent, plus adapté pour la visioconférence, oui, c'est envisageable. Tout à fait. Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Donc on va clore là cette journée ou cette matinée de la résilience. Merci à tous, merci à toute l'équipe d'avoir participé à l'organisation et à la tenue de cet événement. Et merci à tous les participants d'avoir joué le jeu, d'être là et d'avoir posé des questions. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.